اسمحوا لي أن أقدم هذه المشاركة باللغة الفرنسية لأنها أنجز بذات اللغة، لأقوم إن سمح لي في ختام المداخلة بتقديم تلخيص لها باللغة العربية إن شاء الله. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de présenter avec d'éminents professeurs, chercheurs de tous les États musulmans et arabes la participation portant sur la législation contemporaine des difficultés de l'entreprise comme choix stratégique et social. Et à titre d'exemple, pour modèle d'étude, la législation marocaine, la législation on parle, et bien évidemment la législation française qui est empruntée du droit américain. Mais avant tout, permettez-moi de présenter mes remerciements les plus sincères aux établissements et institutions ayant contribué à l'organisation de ce congrès international sous thème « Les tendances universelles contemporaines en sciences humaines et sociales ». Je tiens également à remercier M. Mustafa ainsi que M. Majid Al-Hosseini ainsi que tous les membres constituant les commissions d'organisation et les commissions scientifiques ayant participé à la réussite de cette rencontre scientifique. Mesdames et messieurs, la législation contemporaine des difficultés de l'entreprise en tant que choix stratégique et social signifie l'ensemble des dispositions juridiques régissant les difficultés qu'une entreprise peut rencontrer durant sa vie sociale. Le fait de parler d'un choix stratégique désigne que la législation marocaine a entrepris un certain nombre de réformes à partir de la dernière décennie du XXe siècle, portant sur l'amélioration du climat des affaires, de l'environnement des affaires, à partir de la réforme entreprise et qui a porté sur la société, la création de la société, ainsi que la consécration de la bonne gouvernance en ce qui concerne la gestion et le contrôle des sociétés, pour aboutir à la fin au dernier maillon de cette série, de cette chaîne, à savoir les difficultés de l'entreprise. Alors, le législateur marocain a préconisé une conception, une logique aussi bien médicale que militaire, c'est-à-dire, il a adopté une double partie. La première partie porte sur la prévention, alors que la deuxième partie s'est rapportée au traitement. Concernant la première partie, qui porte sur la prévention, le législateur marocain, comme son homologue français, a essayé d'instaurer une procédure qui porte sur l'implication des organes internes des entreprises, et plus particulièrement le commissaire aux comptes, l'un des associés, ainsi que le président du tribunal de commerce. Donc, en ce qui concerne le diagnostic anticipé des membres internes de l'entreprise, donne une possibilité à ce que la situation de l'entreprise soit rétablie par des personnes internes de l'entreprise pour ne pas intervenir d'autres personnes qui sont à l'extérieur de l'entreprise pour maintenir la rapidité et principalement la discrétion. Vous savez bien que le monde des affaires est un monde qui est très très sensible. Il est sensible par la rumeur. Le fait de répondre une rumeur à ce qu'une entreprise rencontre des difficultés aussi bien juridiques, économiques, financières, cela peut nuire, peut compromettre à la situation de l'entreprise et bien entendu par conséquent à la cessation de l'activité. C'est ainsi que le législateur marocain, comme la législation comparée, particulièrement la législation française et la législation américaine, ont opté pour consacrer en premier lieu cette possibilité de prévention interne de l'entreprise afin d'éradiquer, de lutter contre toute difficulté qui peut nuire à la continuité permanente et régulière de l'entreprise. Si cette procédure n'a pas abouti, on passe à la prévention externe. Alors la prévention externe donne la possibilité au président du tribunal de commerce qui joue un rôle non simplement judiciaire, mais un rôle interventionniste. C'est-à-dire, le président du tribunal de commerce
dispose pas, dans ce contexte, d'une compétence purement judiciaire, mais d'une compétence interventionniste, c'est-à-dire qu'il veille à ce qu'il trouve une solution pertinente à l'entreprise qui rencontre des difficultés de nature diverse. Maintenant, si le président du tribunal de commerce n'a pas réussi à trouver une solution après l'audition du chef d'entreprise, après l'audition du commissaire au compte, qui est un organe au sein de l'entreprise qui est chargé du contrôle de la comptabilité de l'entreprise, si le chef d'entreprise, si le commissaire au compte n'ont pas donné des informations exactes au président du tribunal de commerce, celui-ci dispose d'une compétence large afin d'obtenir l'information des autres partenaires de l'entreprise, particulièrement l'administration fiscale, les organismes financiers. Donc, après cette procédure, et si le président du tribunal de commerce n'a pas abouti à un résultat positif, on passe au stade de traitement. La nouveauté apportée par la législation marocaine et comparée se trouve essentiellement sur la mise en place, l'intégration d'une nouvelle procédure, à savoir la procédure de sauvegarde. Alors cette procédure qui a été mise en place par la loi 73-17, qui a adopté, qui a modifié la loi relative au code de commerce de 1996, a porté essentiellement sur le bénéfice des procédures qui portent sur le traitement judiciaire, à savoir le redressement et la liquidation, et en même temps, on laisse la libre latitude de la gestion au chef de l'entreprise. Donc c'est une procédure à mi-chemin entre les procédures de prévention et les procédures de traitement. Donc l'intérêt de l'intégration de cette procédure demeure dans le fait de ne pas porter atteinte à la réputation et à la renommée de l'entreprise et de ne pas créer un climat de méfiance à l'égard des partenaires de l'entreprise. Malheureusement, si cette procédure n'aboutit pas à des résultats qui sont positifs, alors on passe au traitement à travers le redressement et à travers la liquidation judiciaire. Et je tiens à porter à votre connaissance, mesdames et messieurs, que aussi bien le redressement ou la liquidation judiciaire ne peuvent pas se substituer à la faillite. Le régime de la faillite, en état d'équilibre en arabe, le régime de la faillite qui a été préconisé par les droits marocains dès 1913. Et cette procédure de faillite a été également consacrée par le droit français et le droit américain. Le contenu de ces procédures, le redressement et la liquidation judiciaire. Alors, le redressement porte sur deux situations. Il y a la continuation et il y a la cession. Alors, la continuation est adoptée et consacrée lorsqu'il y a encore des possibilités de rémédiation sans passer à la vente de l'actif de l'entreprise. Alors que la liquidation judiciaire, c'est la vente aux enchères publiques, c'est la cessation définitive de l'entreprise. Alors, quel est l'intérêt de cette étude? L'intérêt de cette étude, c'est l'entreprise est considérée à partir de la dernière décennie du XXe siècle comme étant la pierre angulaire de tout développement économique et social. Mis à part la contribution et la participation de l'entreprise dans les charges fiscales de l'État, alors l'entreprise est un moyen essentiel pour garder et maintenir la stabilité sociale, par le maintien des emplois, par la création des emplois pour les jeunes. Donc l'absorption du chômage des jeunes est assurée et garantie par ce mode de résolution des litiges, des difficultés que l'entreprise peut rencontrer dans sa vie sociale. Le législateur marocain, conscient par l'intérêt et l'importance de l'entreprise de façon générale dans la création d'un climat de confiance et d'un climat de stabilité, a entrepris à partir de plusieurs années des réformes très importantes en ce qui concerne le domaine des affaires. Mesdames et messieurs, concernant la traduction arabe de ce propos, qui m'étale بترجمة أهم ما أدرج بهذه المشاركة. يتعلق الأمر بشكل خاص
بالقانون المنظم لصعوبات أو المقاولة. المقاولة خلال حياتها يمكن أن تتعرض لمجموعة من الصعوبات، منها صعوبات اقتصادية ومالية قانونية واجتماعية. في السابق بالنسبة للقانون المغربي خاصة القانون التجاري 1913 كان يعتمد على نظام الإفلاس، ونظام الإفلاس كان يقوم بشكل خاص على معاقبة التاجر الذي أخل بالتزاماته تجاه الآليين. ولكن هذه المقاربة كانت فقط مقاربة عقابية، ولا تتوخى بحث ومعرفة الأسباب التي أدت بهذا التاجر إلى الإفلاس. لذلك ومع مرور تقريبا من 1913 إلى 1996 تاريخ اعتماد مدونة التجارة تم اعتماد مقاربة جديدة، مقاربة حماية ومقاربة علاجية. في 2018 تم اعتماد إصلاح جديد بهذا القانون، وتم إدراج مسطرة جديدة في هذا النظام وهي مسطرة الإنقاذ. إذا هناك مسطرتين، مسطرة الحماية ومسطرة المعالجة، وتتخللهما مسطرة الإنقاذ التي يمكن أن تشمل خصائص من المصادر الأولى وخصائص من المصادر الثانية. والباحث ربما يتساءل: ما المغزى، ما الهدف، ما المصلحة من دراسة هكذا موضوع؟ إذا المصلحة بشكل أساسي تتجلى في كون المقاولة في عالمنا المعاصر أصبحت تشكل النواة للتنمية، وبدون مقاولة لا يمكن أن نستشرف التنمية. فالمقاولة هي العامل الأساسي لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والامتصاص بطالة الشباب. لذلك كان من اللازم على التشريعات سواء الوطنية أو الدولية، الاتفاقيات الدولية، أن تهتم بشكل خاص في محاولة منها لإيجاد حلول للصعوبات التي يمكن أن تعترض هذه المقاولات، وبالتالي يمكن أن تؤدي بها إلى الإفلاس، وبالتالي إلى الإغلاق وتشريد آلاف من الأسر، لأن كل عامل وكل إطار فهو يعين أسر كثيرة. لذلك كان من المتعين على التشريعات أن تهتم بهكذا جانب، رغم أنه يأتي في آخر مرحلة من مراحل تنظيم المقاولات، على اعتبار أن هذا البعد تم في البداية بتنظيم أو بتبسيط مصادر تأسيس الشركات، ثم اعتماد مبدأ لا بون غوفرنونس، الحكامة الجيدة في تسيير هذه المقاولات، لنصل إلى آخر حلقة في هذه السلسلة هي معالجة الصعوبات التي تعترض المقاولات. إذا بشكل ملخص هذا كل ما تم الحديث عنه في هذه المداخلة، مع اعتماد منهجين أساسيين: المنهج التحليلي لا ميثود أناليتيك، المنهج المقارن لا ميثود كومباراتيف. فيما يتعلق بالمنهج التحليلي الذي تم اعتماده في هذه الدراسة، فهو يروم استبعاد كل الأحكام المسبقة والتركيز على معالجة القوانين والسياقات التي تم إنزال فيها هذه القوانين. المنهج المقارن تم اعتماده، فتمت محاولة استحضار القانون الفرنسي الذي منه تم تنزيل القانون المغربي، ثم القانون الامريكي الذي يعتبر مصدر للقانون الفرنسي.